not the one and only chosen anymore. Non, mon cœur. Mais c'est gentil de le dire. Coucou les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque à Buffy contre les vampires. Alors Buffy contre les vampires, très honnêtement, j'ai essayé de condenser un texte pour pouvoir tenir le plus possible dans une vidéo et je me suis rendu compte que parler de Buffy, c'est impossible de tout dire dans une seule et unique vidéo. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va se consacrer principalement au côté dramatique de la série. Vraiment le côté plus adulte que nous a présenté la série. Moi, c'est une série qui m'a tellement fait vivre un ascenseur émotionnel, que ce soit en termes de joie, en termes de larmes, enfin... Cette série, elle m'a tout fait vivre. Et c'est vrai que je trouvais ça important, du coup, d'évoquer un petit peu tout son aspect dramatique. Donc, on va se concentrer principalement là-dessus. En fin de vidéo, j'aimerais vous parler d'un des personnages que je préfère dans cette série, qui est pour moi le personnage le plus complexe et le plus énigmatique à retranscrire. Je pense que Buffy, j'ai pas besoin de vous la présenter. S'il existe encore des gens sur cette terre qui n'ont pas vu cette série, mais allez-y, foncez. Elle est disponible sur Disney+. Mais vraiment, regardez-la. Sachez qu'en tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu cette série, s'ils existent, je vais spoiler comme un bâtard. Donc si vous avez envie de découvrir la série, partez maintenant de la vidéo et puis revenez plus tard pour me donner votre avis, justement. Et si par contre vous l'avez déjà vu et que vous vous en fichez d'être spoilé, restez bien jusqu'au bout. On recontextualise succinctement, donc Buffy Summers, jeune fille de 16 ans, en tout cas dans la saison 1, jeune fille de 16 ans qui débarque de Los Angeles pour s'installer à Sunnydale. Coup de bol, la tueuse qui vient s'installer là où est positionnée une des bouches principales de l'enfer. Donc, bouche principale de l'enfer située à Sunnydale. Alors, Sunnydale, c'est une ville fictive des États-Unis. Donc, elle arrive fraîchement de Los Angeles, elle va intégrer le lycée qui est construit au-dessus de la bouche de l'enfer. Alors ça déjà c'est très métaphorique de se dire on va mettre le lycée au-dessus de la bouche de l'enfer. Pourquoi? Parce que l'adolescence, il faut dire ce qui est, c'est une des périodes de la vie les plus difficiles émotionnellement. Justement déjà parce que on a toutes les hormones qui sont en fusion, donc l'état émotionnel est très varié et aussi très intense. C'est-à-dire que quand on a une déception, elle est extrêmement violente. Quand on a une joie, elle est décuplée. Enfin, toutes les émotions à l'adolescence sont décuplées. Déjà, entre ados, c'est compliqué de cohabiter parce que on a ce désir d'appartenance, on a vraiment cette notion justement de l'image qu'on véhicule vis-à-vis des autres, et c'est quelque chose qu'on a envie de soigner parce que tout simplement on a envie de se faire accepter, parce qu'on se pose même les questions sur tous nos goûts, alors qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient musicaux, qu'ils soient sexuels. On a besoin de s'assurer finalement qu'on est normal et qu'on appartient bien à la majorité des gens. Et c'est difficile justement de se trouver à l'adolescence. On peut avoir justement des comportements un peu particuliers, notamment avec nos parents et même le monde des adultes en général. Donc l'idée de se dire on va mettre la bouche de l'enfer en dessous du lycée, parce que la plupart justement des histoires, en tout cas sur les premières saisons, parce que sur la première saison de Buffy, on est littéralement dans le modèle un épisode un méchant, un épisode un méchant. Donc la série c'est Buffy contre les vampires, mais en réalité Buffy elle se bat contre toutes sortes de démons de l'enfer. Et justement, cette bouche de l'enfer va amener un peu des espèces d'anomalies vis-à-vis de certains élèves. Par exemple, dans un épisode, on a une élève en fait qui se sent délaissée par tout le monde, qui n'a pas d'amis, qui en devient littéralement invisible. Et évidemment, quand elle est invisible, elle cherche à se venger et donc elle fait du mal aux autres élèves. On commence par une saison 1 un peu teenage série, donc Buffy qui va au lycée. Comme je vous le disais, on a un épisode un méchant, un épisode un méchant. La trame narrative principale des 12 épisodes de la saison 1, ça va être en fait le combat contre le grand maître vampire. Buffy, en fait, dans l'évolution de son parcours, c'est une jeune fille de 16 ans qui a déjà à 16 ans a la responsabilité en fait de détruire les forces du mal, en tout cas de les combattre, parce qu'elle est élue en tant que la tueuse. Donc la tueuse, si vous voulez, à chaque génération, dès qu'une tueuse meurt, il y a une nouvelle tueuse qui est élue et elle reste la tueuse en fait jusqu'à ce qu'elle meure pour passer le flambeau à une autre. Et donc Buffy finalement elle essaye de jongler entre sa vie d'ado et sa responsabilité
de tueuse. Elle va réussir à s'entourer d'amis qui vont l'aider dans sa quête, mais elle doit quand même évoluer en cachant la vérité à ses proches, en cachant la vérité à sa mère. Et du coup, de trouver un équilibre entre, comme je vous disais, entre sa vie d'ado et sa responsabilité de tueuse, c'est pas forcément évident. Notamment en ce qui concerne sa vie amoureuse, parce que il faut dire ce qui est dans la série de Buffy, il n'y a pas une histoire d'amour qui finit bien. Pas une seule. Sujet principalement intéressant de cette série. Les drames amoureux dans Buffy contre les vampires. Premier qu'on peut citer, on se garde le meilleur pour la fin. Hein. Premier pour citer, on a Oz et Willow. Donc Willow, la meilleure amie de Buffy, elle va avoir en réalité deux drames amoureux. Le premier, ça va être sa rupture avec Oz. Oz, qui est en fait un loup-garou et qui, du coup, toutes les nuits de pleine lune se transforme en bête sauvage et bête sauvage qu'il n'a pas réussi à dompter, qu'il n'arrive pas à contrôler, où il est obligé de s'enfermer. Et en fait, il va se retrouver à un moment, c'est dans la saison 4, où il va rencontrer un autre loup-garou, femelle, et il va même plus réussir à maîtriser ses transformations. Et du coup, il va quitter Willow pour essayer de se retrouver, pour essayer de dompter la bête qui est en lui. Et là, vous voyez, on est par exemple dans le cas de figure où on a besoin finalement de se rencontrer, de faire connaissance avec soi-même pour pouvoir s'épanouir dans une relation de couple, parce que tu peux pas effectivement, si tu as tes propres démons, je dirais, tu as tes propres troubles et que t'es pas capable de les dompter, de les comprendre et de les accepter surtout, comment tu peux faire pour apporter quelque chose à une autre personne? Et du coup, c'est vrai que des fois, la meilleure décision à prendre, c'est de partir, de se retrouver, de se comprendre, puis revenir après. Après, qu'il soit trop tard ou pas, là n'est pas la question, mais le plus important, c'est de ne pas voler à l'autre du temps parce qu'on ne peut pas lui apporter ce qu'on devrait lui apporter à ce moment-là. Et donc ça va être le premier drame pour Willow. Alors, elle va ensuite rencontrer Tara, avec qui elle va se mettre très vite en couple. D'ailleurs, on a un épisode où Oz revient justement, et quand Oz revient, Willow a déjà développé quelque chose de fort envers Tara. Du coup, on traite du cas de jeunes couples homosexuels, de la découverte de soi en tant qu'attirance pour le même sexe. Tu vois, parce que Willow, elle a totalement conscience de ce qu'elle ressent pour Tara. C'est juste qu'elle a pas envie de mettre un mot dessus. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans le développement, tu vois, j'ai pas l'impression qu'à un moment donné, elle est gênée de ressentir ça pour une fille. C'est juste qu'elle prend le temps, en fait, de comprendre ce qui se passe. Je développerai un petit peu après, mais le deuxième drame, justement, de Willow, c'est la perte de Tara. D'ailleurs, Joss Whedon, il nous avait trollé pour Tara parce que, en fait, l'épisode où Tara se fait tuer, c'est le seul épisode de toute la série, c'est à la fin de la saison 6 pour vous situer, mais dans toute la série, c'est le seul épisode où Amber Benson, qui jouait le rôle de Tara, apparaît au générique de la série. Jusque-là, elle n'y était jamais apparue. Le seul épisode où elle y apparaît, c'est quand elle meurt. Et là, c'est Joss Whedon qui a voulu nous troller. Et effectivement, tu t'attends tellement pas à la fin de cet épisode à ce que Tara décède. Enfin, moi, je me souviens, je m'étais fait avoir total, hein, je pense comme beaucoup. Et ça aussi, c'était une des forces de la série, quoi. On arrivait à te surprendre. Et c'était d'autant plus intéressant au moment où c'est arrivé, c'est que t'avais pas encore à ce moment-là dans les séries de couples ouvertement homosexuels qui étaient montrés à l'écran. D'ailleurs, je crois Willow et Tara dans la série complète, je crois qu'on les voit que deux fois s'embrasser vraiment. Tu le montrais, mais encore de manière très pudique à l'époque. Autre drame amoureux, c'est évidemment celui entre Giles et Jenny Calendar. Alors, celui-là, je développerai un petit peu plus tard, mais voilà, pour la faire courte, Giles qui était devenu un peu cette espèce de rat de bibliothèque, donc observateur qui est à fond dans sa mission contre les forces du mal, et donc parce que c'est le protecteur de la tueuse, donc il a quand même un rôle très important à jouer dans le combat contre les forces du mal. Et il va commencer à ressentir et à développer une relation avec Jenny Calendar, la professeure de sciences du lycée. Et puis bon, malheureusement, il va la perdre parce que c'est Angel qui va la tuer. On va le voir avoir quelques conquêtes dans la série, pas énormément, mais c'est le seul développement, on va dire, sentimental qu'on aura eu de Giles. Il en aura pas vraiment d'autres après dans la série. Alors, on sent qu'il y a une espèce d'alchimie avec la mère de Buffy aussi, notamment, parce que lui se sent père hein, pour Buffy, et Buffy elle-même considère Giles comme son père. Et Giles et la mère de Buffy vont avoir une proximité. D'ailleurs, il y a un épisode où
je sais plus si c'est une potion ou un sort, mais il retombe en adolescence et on voit qu'il y a de l'attirance entre les deux. On sent qu'il s'est passé quelque chose entre les deux, mais tout ce qui se sera passé entre la mère de Buffy, Joyce, et Giles aura été fait hors champ. La série ne fait que le suggérer, notamment la mort de Joyce. Mais ça, on va en parler après de la mort de Joyce. Relation amoureuse, on est obligé de parler d'Alex. Alex qui est dépeint un petit peu dans la série comme, on va dire, c'est le bon copain. Alex, ça fait des années qu'il s'est fait friendzoner par Buffy. C'est marrant parce que il a une jalousie maladive envers, je crois, quasiment tous les mecs de Buffy, sauf peut-être Riley. Mais le développement amoureux entre Buffy et Riley, bon, évidemment, encore une fois, c'est une histoire qui va pas se finir bien, mais l'histoire entre Buffy et Riley, c'est clairement pas une histoire que je vais développer dans la vidéo. Alex, c'est ça, c'est qui se mettra toujours en couple, je vais pas dire par dépit, mais aucune femme qu'il aura rencontrée ne sera à la hauteur de l'amour qu'il a pu avoir envers Buffy. Alors, on l'a connu en couple avec Cordelia, qui était la fille populaire du lycée, la bimbo, et d'ailleurs n'assume pas d'être attiré par Alex. D'ailleurs, Alex va faire le con parce que il va la tromper avec Willow. Parce qu'il va avoir une petite idée avec Willow un temps, mais voilà, on va traiter justement du sujet amitié homme-femme, où est l'ambiguïté, où est la limite. C'était assez intéressant à traiter, donc par chance Willow et Oz vont surmonter cette épreuve-là, ce qui sera pas le cas de Cordelia et Alex. Pour le coup, Alex, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment très engagé quand il se met en couple. Ce qui est fou, c'est que les filles qu'il fréquente sont vraiment folles amoureuses de lui. Cordelia, on le sent, même si c'est caché, même si elle l'humilie très souvent, elle est follement amoureuse de lui. Elle aura quand même une sacrée déchirure émotionnelle quand elle va se séparer d'Alex. Hein. Et pourtant, on s'y attend pas du tout. Évidemment, on va avoir le deuxième grand amour d'Alex qui va être Anya. Mais pareil, Anya, on a une relation qui va se développer au fil des saisons. Ça commence un peu par une espèce de plan cul et qui va se développer en relation et qui va devenir quelque chose de très sérieux. Alex et Anya, d'ailleurs, doivent se marier dans la saison 6 et c'est le jour du mariage, en fait, que Alex ne se pointe pas au mariage. Alors, je saurais pas vous dire exactement si c'est parce que il a l'impression de pas mériter ce bonheur-là, ou si c'est vraiment parce qu'il y a une réelle volonté de sa part de pas se marier avec Anya. Il va très mal réagir quand il va apprendre que Anya va avoir une liaison avec Spike. Il va encore plus mal réagir quand il va apprendre que Buffy a une liaison avec Spike. C'est pour ça que tu sais que finalement, moi je me demande s'il n'a pas pris la décision de ne pas épouser Anya, parce que Anya c'est pareil. Elle l'a beau l'aimer comme une folle, elle sera jamais Buffy quelque part. Et même si lui il le dit pas, bah moi je reste convaincu que Alex restera l'amoureux de transit de Buffy et qu'il n'arrivera jamais à trouver son bonheur parce que il recherche une Buffy bis. Oui, je sais, c'est bon, on va en parler. Buffy et Angel. Bon, avant de parler de Buffy et Angel, évidemment, je vais vous présenter succinctement Angel. Angel, en fait, c'est un vampire, donc il va vivre une histoire d'amour avec Buffy. Et la particularité d'Angel, en fait, c'est que c'est un vampire qui possède une âme. Et son âme, en fait, il l'a eu par le biais d'une malédiction que des bohémiens lui ont infligée. Parce que Angel, en fait, ça a été un vampire qui a sévi pendant plusieurs siècles et qui a tué, torturé énormément et énormément de monde. Parce que vraiment, t'as les vampires qui, évidemment, tuent pour se nourrir. Alors qu'Angel, on était vraiment dans le sadisme total. Tu vois, il se contentait pas seulement de se nourrir. Il rendait fous ses victimes, il les torturait avant de les manger. Donc on était quand même déjà sur un profil extrêmement dangereux et extrêmement psychopathe. Et des bohémiens, du coup, décident de lui jeter un sort et lui rendent son âme pour qu'il soit torturé par tous les méfaits qu'il a fait et qu'il vive dans la culpabilité totale. Mais évidemment, comme toute malédiction, il y a possibilité de s'en sortir, c'est-à-dire que lui, Angel, s'il connaît ne serait-ce qu'une seule seconde de bonheur, alors il perdra son âme et du coup il redeviendra cet être infâme et pervers au possible. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, ça devait arriver. Et effectivement, Angel va connaître sa fameuse seconde de bonheur. Il va la connaître en faisant l'amour avec Buffy. On a la métaphore parfaite du pervers narcissique. Je m'explique. Angel, quand il est introduit dans la série, voilà, on nous le présente tel quel, c'est-à-dire le personnage d'une sincérité implacable. Alors, une méfiance certes, parce que on sait que c'est un vampire, même si c'est un vampire avec une âme. En tout cas, en ce qui concerne Buffy, elle se méfie pas du tout d'Angel. Au contraire,
elle lui fait extrêmement confiance. Et c'est normal parce que il s'occupe bien d'elle, il la traite extrêmement bien, il la complimente, il l'aide, il la sauve. Tu vois, il la traite super bien. Donc évidemment, Buffy qui tombe éperdument amoureuse d'Angel. Et puis donc elle couche avec lui, il perd son âme et là ça devient un enculé fini. Et tu vois, on est vraiment dans cette idée du pervers narcissique parce que le mec qui va t'emplir d'illusions au début et te traiter comme une princesse et une fois qu'il aura ce qu'il veut, va se comporter comme le dernier des te faire une misère pas possible. Et Angel, c'est clairement ce qu'il va faire. Enfin, il a même des propos qui sont extrêmement durs vis-à-vis de Buffy, où il lui dit, oui, tu m'as rendu faible, tu m'as fait tomber amoureux, et pour ça, je vais te le faire payer. Et donc, il rentre vraiment dans un processus d'harcèlement et de torture morale. Et c'est quelque chose qu'il adore faire, qu'il sait faire et qu'il a fait énormément par le passé. On peut parler notamment de Drusilla. Drusilla, une des femmes qu'il a transformée en vampire, et il l'explique à Buffy quand il avait encore son âme, que Drusilla, elle devait rentrer dans les rangs, devenir bonne sœur du coup, et Angel, il l'a torturée psychologiquement, il l'a rendue littéralement folle, et il l'a transformée en vampire le jour où elle devait faire ses vœux. Tu vois, on a un marquage fort. Et Angel, c'est que ça. Et du coup, effectivement, il va torturer Buffy, il va s'attaquer à ses amis, il va s'attaquer plus ou moins à sa mère. On est dans le schéma du pervers narcissique qui fait le vide autour de toi, qui te prend pour sa chose et qui ne te traite pas comme un être humain à part entière. Le personnage d'Angel, il devient assez important dans la série, donc ça devient l'ennemi principal, on va dire, de l'arc narratif de la saison 2. À la fin, évidemment, Buffy arrive à le vaincre, et au moment de le vaincre, en fait, c'est Willow qui retrouve les sorts que les Bohémiens avaient utilisés pour lui donner une âme, et Willow réussit à redonner son âme à Angel. Il a quasiment pas de souvenir de ce qui s'est passé entre-temps, et ils vont réessayer de vivre une idylle dans un premier temps caché, parce que bon, Angel a tué Jenny Calendar. Elle sait que son entourage va pas accepter qu'il revienne. Encore une fois, je vous parlais du schéma du pervers narcissique. Quand tu as une femme qui quitte son homme et que toute sa famille, tous ses amis lui disent ah super, enfin tu t'en es sorti machin. Et le jour où elle se remet avec, elle le dit à personne parce qu'elle sait très bien que personne va être d'accord. Et on est encore une fois dans ce schéma-là. Et c'est, je trouve, encore une fois, très très bien raconté. Sauf qu'évidemment, on est dans une série fantastique. Angel n'est pas un pervers narcissique, d'accord? C'est une image qui est illustrée pour montrer ce type de personnage. Donc, Angel est un peu plus gentleman que ça. Et effectivement, à la fin de la saison 3, il va décider de partir de Sunnydale parce qu'il sait que de toute façon, il ne pourra pas rendre Buffy heureuse. Et voilà, encore une histoire qui finit mal. Alors, Angel va avoir droit du coup à sa propre série. Je vous l'avais évoqué dans ma vidéo sur la trilogie du samedi. Donc Angel va partir, il va avoir droit à sa propre série. Donc les deux séries vont se passer quasiment en même temps. Mais si vous le voulez, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la série d'Angel. Bon, maintenant je vous parle de mon histoire préférée, hein. Alors qu'on se le dise tout de suite, moi je suis Team Spike. Vous dites-moi dans les commentaires hein, si vous êtes Team Angel et Team Spike et surtout dites-moi pourquoi. Mais je vous le dis tout de suite, moi c'est Team Spike. D'ailleurs, il faut que je vous en parle de Spike avant de parler de son histoire avec Buffy. Donc Spike, c'était un jeune homme qu'on appelait William le Sanglant, mais pas pour les raisons que vous croyez. En fait, il se faisait appeler William le Sanglant parce que William écrivait des poèmes pour les jeunes femmes, et il se disait que ces poèmes étaient tellement mauvais que ça faisait saigner les oreilles. Et du coup, on lui a donné ce nom de William le Sanglant. Et ce qui est marrant, c'est que ce nom de William le Sanglant a perduré à travers les siècles et les années. Et évidemment, tout le monde supposait que William le Sanglant venait de ses activités de vampire. Parce que pour le coup, Spike, c'était quand même un vampire assez violent. Mais très différent d'Angel, parce qu'il faut savoir que Spike, c'était quand même un vampire plus qui se vengeait de la vie. C'est-à-dire qu'il n'avait pas... alors, oui, il prenait du plaisir à faire du mal, évidemment, mais il était plus dans une vengeance de la vie parce que en tant qu'humain, c'était un humain qui n'était absolument pas respecté.
Et je vais même aller plus loin. Spike, dans la série Buffy contre les vampires, en termes de lore, c'est vraiment un vampire qui a un traitement extrêmement particulier. Mais pour pouvoir développer ça, je suis obligé de vous expliquer comment ça fonctionne la transformation de vampire. Pour qu'un vampire puisse transformer un humain en un autre vampire, il faut que cet humain boive le sang du vampire. D'accord? Donc le vampire va boire le sang de l'humain jusqu'à ce qu'il, on va dire, soit dans un état de quasi mort, mais en ayant toujours un cœur qui bat. Il va le faire boire son propre sang. Et là, ce qui va se passer en fait au niveau de la métamorphose, c'est que l'âme quitte le corps et à la place de l'âme, c'est un démon qui va s'installer dans le corps et qui va avoir, on va dire, tous les souvenirs de l'hôte. C'est comme ça qu'on transforme un humain en vampire. C'est-à-dire que tout ce qui était humain n'existe littéralement plus. C'est littéralement un autre être qui se retrouve du coup démon. Là où je vous disais que Spike il va avoir un traitement un petit peu plus particulier, c'est que Spike, quand il est humain, on le voit, il est extrêmement attaché à sa mère. Donc sa mère qui est une femme âgée, qui est mourante, très malade. Et en fait, quand Drusilla va transformer Spike en vampire, le premier truc que Spike il va avoir envie de faire, c'est de transformer sa mère en vampire pour la sauver. Alors déjà, tu vois, tu peux te dire, il y a un truc qui colle pas, parce que si Spike il est vampire, qu'il est devenu démon, il devrait en avoir plus rien à foutre de sa mère. Sauf que c'est pas le cas. Et donc déjà, tu vois que l'évolution, je dirais même la transformation de Spike, elle a eu un traitement un petit peu différent. Et ça peut s'expliquer par le fait que William, c'était un homme qui était tellement en manque d'amour et qui était tellement amoureux de l'amour, je dirais, qu'il a gardé ce côté-là en se transformant en démon. D'ailleurs, il va transformer sa mère en vampire. Alors, pour le coup, sa mère en vampire, on voit qu'elle a eu un traitement vraiment très générique. Hein. Elle a complètement, elle a complètement perdu toute empathie quelconque, jusqu'à presque essayer de violer son fils, ou Spike d'ailleurs se sent obligé de tuer sa mère. Et ensuite, il part avec Drusilla, il va vivre une idylle pendant des siècles avec Drusilla, mais il faut bien comprendre que la notion de sentiment pour les vampires, en tout cas la notion de relation amoureuse, c'est pas une relation basée sur l'amour, sur le respect, non, non, c'est une question de domination et d'appartenance. C'est-à-dire que quand tu es dans une relation amoureuse en tant que vampire, c'est tu domines et tu appartiens à, tu vois. Et effectivement, Drusilla et Spike, quand on introduit ces deux personnages dans les saisons 2, on les voit comme deux amants extrêmement passionnés. Mais ce n'est pas de l'affection, ce n'est pas de l'amour, ce n'est que du désir. Et le vampire vit une histoire d'amour que par le prisme du désir. Et Spike, c'est ça qui est très fort dans ce personnage, c'est que, comme je vous le disais, son traitement va être un petit peu particulier. On n'a pas d'explication réellement de pourquoi il a évolué comme ça. Mais toujours est-il qu'en tout cas, il a évolué comme ça. Et en fait, dans la saison 4, on lui installe une puce inhibitrice dans le cerveau qui ne lui permet plus d'attaquer d'êtres humains. Il n'a la possibilité de s'attaquer qu'aux démons. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va décider de temps en temps d'aider Buffy et ses amis. Alors c'est non pas par philanthropie, hein, mais c'est tout simplement parce que ça lui permet de pouvoir se battre. Et comme il peut se battre qu'avec des démons, eh ben il les aide pour pouvoir se taper un petit peu dessus. Et justement, le fait d'aider très souvent Buffy et ses amis et de fréquenter de plus en plus Buffy, Spike va développer des sentiments pour Buffy. Alors au début, ça va le faire chier. Il va assez vite les assumer quand même, ses sentiments. On a une scène d'ailleurs très intéressante où à un moment, Gloria, donc la grande méchante de la saison 5, va torturer Spike pour avoir des infos sur la clé, sur Buffy, etc. Et Spike ne va rien dire pour protéger Buffy et la sœur de Buffy. Et c'est là aussi où Buffy va commencer à développer une espèce d'affection. Alors, ce sera pas encore de l'amour, mais en tout cas va développer une espèce d'estime qu'elle aura pour Spike parce qu'elle comprend que le fait que lui soit amoureux d'elle, il la trahira pas. On commence déjà à installer quelque chose de fort entre Spike et Buffy sur cette fin de saison 5. Et encore une fois, je le rappelle, Spike, c'est un démon. Il n'est pas censé ressentir ça. Sa nature ne peut pas lui permettre de ressentir ça. Et c'est pour ça que Spike, pour moi, c'est vraiment un vampire à part entière par rapport au lore de la série. La relation entre Spike et Buffy, elle va vraiment prendre un tournant dans la saison 6. Parce que, pour vous recontextualiser, Buffy meurt à la fin de la saison 5
On va en reparler plus tard dans la vidéo de ça. Mais Buffy meurt à la fin de la saison 5 et se fait ressusciter par ses amis au début de la saison 6. Et en fait, quand Buffy se fait ressusciter, si tu veux, elle esquive un petit peu ses amis parce que en réalité, elle a beaucoup de rancœur envers ses amis. Parce que si tu veux, normalement, quand une tueuse meurt, elle est censée partir en enfer. Il s'avère que c'était pas le cas de Buffy. Elle le décrit et c'est justement à Spike qu'elle en parle. Elle lui explique justement que elle savait pas où elle ne savait pas ce qu'elle était, mais en tout cas là où elle était bien et elle était heureuse. Et on l'a arrachée de cet endroit. Donc si tu veux, elle développe une certaine rancœur vis-à-vis de ses amis et bizarrement le seul réconfort qu'elle arrive à trouver, c'est auprès de Spike où justement elle a cette transparence de lui expliquer ça et en lui demandant évidemment de ne surtout pas en parler aux autres. Et de là va naître une nouvelle complicité entre les deux et à un moment donné, voilà, le baiser va tomber. Le baiser va tomber. Alors dans un premier temps, évidemment, Buffy va être dans un déni total parce que c'est Spike, mais elle a, je vais pas dire qu'elle est amoureuse de lui à ce moment-là, mais en tout cas, elle ressent quelque chose, ça c'est évident. Et il y a surtout beaucoup d'attirance. Mais le problème, c'est que Buffy, elle est tellement perdue qu'elle n'est pas capable d'expliquer pourquoi elle ressent ça. Et elle va plutôt mettre ça sur le fait de se faire du mal. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, Spike va mettre un coup de poing à Buffy et va se rendre compte que la puce inhibitrice ne va pas fonctionner. Donc d'abord, il va penser que la puce est défaillante, et ensuite il va comprendre que la puce marche très bien, mais qu'en fait, depuis que Buffy est revenue à la vie, il a la possibilité en fait de lui faire du mal. Et d'ailleurs, sur la fin de cet épisode-là, va s'en suivre un combat entre les deux où ça va finir bien, hein. Ça va finir même très bien, où Buffy et Spike, voilà, vont avoir leur première relation physique. Et ce qui est marrant, c'est que ça se passe dans une maison totalement délabrée et que la maison, il la démonte. Mais il la démonte. À la fin de leur relation, ils se relèvent dans un tas de débris. Ils ont des bleus partout. Et tu vois, pareil, c'est très fort de symbolique de la relation toxique parce que d'un côté, t'as Spike qui est fou amoureux de Buffy, mais il arrive à l'avoir sans vraiment pouvoir l'avoir pour lui et il en souffre. Et de l'autre côté, t'as Buffy qui ne comprend pas cette attirance qu'elle a pour ce démon, parce que même si elle a confiance en Spike, elle le considère comme un démon. Du coup, ils sont toxiques l'un pour l'autre, parce que il faut dire ce qu'il y a, hein, Buffy, elle joue avec Spike comme jamais, hein. Elle lui fait du mal, elle vient le voir quand ça va pas, il tire un petit coup, elle repart, enfin, elle le piétine, elle joue avec ses sentiments, hein. Et de l'autre côté, Spike, il est totalement perdu. Mais Buffy aussi, hein. Et Buffy, elle s'en veut. À un moment, elle dit à Tara, je comprends pas pourquoi Spike me laisse faire toutes ces choses. Ah, quand elle a dit ça, je me suis dit, le vénard. Bref, je m'égare. Vraiment une relation hyper toxique. C'est-à-dire que euh, ils se font du mal l'un à l'autre, mais pourtant ils ont des sentiments très forts. Et d'ailleurs, il y a un moment où ça va même déraper parce que justement Buffy va se rendre compte que Spike fait de la contrebande avec des autres démons et ça va être un marquage pour Buffy de dire non mais en fait oui effectivement je ne peux rien attendre de cette relation parce que Spike est un démon et elle décide de mettre un terme à la relation. Et si tu veux, à ce moment-là, Spike ne l'accepte pas. Il est un petit peu dans son déni de se dire, de toute façon, j'ai juste à aller gratter à la porte pour que je la récupère et que je la remette dans mon lit. Et effectivement, on va avoir une scène où Spike va manquer de violer Buffy. Alors, sur le moment, il se rend pas compte de ce qu'il vient de faire. Et ce qui peut arriver dans une vie de couple, tu vois, où l'autre a pas envie et t'as presque cette idée de devoir conjugal et finalement, qui disent non, ça peut devenir un jeu alors que c'est pas du tout un jeu. Et pour Spike, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il est encore dans son jeu du je veux pas, je veux, je veux pas. Et là, évidemment, il va aller trop loin. Et quand il va se rendre compte de ce qu'il a fait, il va se dégoûter lui-même et il va décider de partir. Et là, Joss Whedon a été très malin parce qu'on joue beaucoup sur le malentendu en fait. Quand Spike s'en va, parce qu'il est là, elle va sentir la différence, elle aura ce qu'elle mérite, et t'as vraiment l'impression qu'il part pour éclater Buffy. Et en fait, c'est tout l'inverse. Il va récupérer son âme parce que justement le côté quelle est ce qu'elle mérite, il se dit il faut que je récupère mon âme pour que Buffy ait l'homme qu'elle mérite.
Et pour moi, là, je suis désolé, mais il détrône Angel de loin parce que il faut pas oublier qu'Angel, son âme, c'est une malédiction. Alors que Spike, il est parti la chercher, hein, et il s'est battu pour l'avoir. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus solide parce que Angel, finalement, il peut la perdre de n'importe quand, son âme. Tu vois, vu que c'est une malédiction. Alors que Spike, il l'a gagné. Il l'a gagné et évidemment, il va vivre la torture de la culpabilité du mal qu'il a fait auparavant, mais lui, il va vraiment porter ça comme une croix en se disant j'ai ce que je mérite et je dois subir ça si je veux avoir la femme que j'aime. Et ça, les gars, c'est beau. Je suis désolé, c'est beau. En saison 7, donc Buffy va retrouver Spike, va découvrir que Spike a récupéré son âme, mais lui, à ce moment-là, il est torturé par la force primaire. Et du coup, il perd un petit peu la tête, mais on va encore avoir un développement. Et puis Buffy s'en rend compte et va vouloir l'aider. Ouais, elle va croire de plus en plus en lui en disant maintenant il a une âme, maintenant c'est plus pareil. Et forcément, son regard va changer et ça va lui permettre à Buffy déjà de pardonner ce qui s'est passé, mais en plus de ça, de se laisser aller à ses sentiments qui se développent à l'égard de Spike. On a une scène très très belle en fait où dans un épisode de la saison 7, on tombe sur une médium qui arrive à voir dans l'avenir et qui est capable de dire aux personnages un peu ce qui va leur arriver. Et à un moment donné, elle touche Spike et elle lui dit elle te le dira. Un jour, elle te le dira. Ah putain, les gars, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et donc tu l'attends parce que ça, c'est en début de saison 7. Hein. Et tu vas l'attendre hein, qu'elle lui dise. Hein. Moi, je vous le dis, hein, Team Spike, Team Spike. Bref, je m'égare. Pardon, je m'égare. On reprend. On va arriver un petit peu en fin de saison 7, je passe un petit peu, hein. Mais on va arriver en fin de saison 7 et en fait, Buffy à un moment donné, toutes les tueuses potentielles et même ses amis ne croient plus en elle, ne croient plus en sa capacité de leader et du coup décident un petit peu de la foutre à la porte. Évidemment, t'en as qu'un qui est là pour elle. C'est qui? C'est qui? Bah, oui, c'est Spike. Et on va avoir un moment assez touchant où en fait Spike va retrouver Buffy dans dans une maison abandonnée et ils vont passer la nuit ensemble. Mais alors il va rien se passer de physique, mais ils vont rester enlacés toutes les nuits. Au petit matin, Spike va se réveiller, Buffy ne sera plus là. Et le lendemain, quand il la retrouve, il va lui dire c'est de toute ma vie, c'est la plus belle nuit que j'ai passée. Et Buffy a un grand sourire. Elle lui dit pas, mais elle lui fait comprendre que c'est pareil pour elle. Elle lui fait comprendre que c'est pareil pour elle en lui disant mais je te l'ai dit, je te l'ai dit. Et arrive fin de saison 7. Alors, on va avoir Angel qui va nous faire un petit caméo dans cette saison 7 pour donner une amulette à Buffy. Amulette qui aura son importance pour la fin de la série. Bon, évidemment, Buffy peut pas s'empêcher de rouler un gros palo à Angel en le voyant. Spike va les voir, ça va mettre un petit froid. Et puis, mais Buffy, voilà, va les faire comprendre que ça, c'est un peu instinctif, qu'elle et Angel, il y a quelque chose qui sera toujours ancré, et voilà, mais que Buffy, elle aura jamais vraiment fait son choix entre Angel et Spike, littéralement. Elle n'aura jamais fait son choix, en tout cas dans la série. Hein. Et on va avoir du coup cette fin de saison où Spike va se sacrifier et enfin, Spike va lui tenir la main et ouais, je vous la décris pas, je vous laisse la regarder. Je t'aime. Non, mon cœur. C'est gentil de le dire. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est beau, je suis désolé, c'est beau, moi je kiffe ça. Il y a un épisode dans Buffy contre les vampires aussi qui est hyper important et qui, je pense que c'est de toutes les séries confondues, c'est un des épisodes qui m'a le plus chamboulé et perturbé. C'est un épisode qui se passe dans la saison 5 et c'est l'épisode où Joyce Summer, la mère de Buffy, décède d'une tumeur au cerveau. Cet épisode-là, il est extrêmement perturbant. Et là, pour le coup, mention
plus qu'honorable à Sarah Michelle Gellar qui nous donne une prestation d'actrice, mais formidable. Enfin, moi, j'ai eu des frissons, j'étais pas bien tout le long de cet épisode parce que on a vraiment je dirais cette étape, parce que vous savez, dans le deuil, on a plusieurs étapes. Et là, on a l'étape notamment de la sidération, c'est-à-dire que elle voit Joyce allongé, enfin le corps de Joyce froid, allongé sur le canapé, euh, qui réalise pas ce qui est en train de se passer, ou elle appelle les secours en lui disant, il y a même un moment où elle est au téléphone avec un secouriste et le secouriste lui dit le corps est froid et elle répond non, ma mère est froide. Tu vois, ça glace le sang. Tu la vois où les médecins au téléphone lui disent on arrive, attendez tranquillement. Voilà, on comprend qu'il n'y a plus rien à faire. Et on voit Buffy justement qui marche normalement, qui va dehors, qui se met à vomir, qui va chercher le sopalin pour ramasser. Et elle s'imagine même quand les secours arrivent que sa mère va se réveiller et qui va lui dire oh merci Buffy, si t'étais pas intervenue. Et en fait, non, tu vois, il se passe rien. Et en plus, cet épisode, il est glaçant parce que t'as pas un pet de musique. Tu vois, tout est extrêmement silencieux. Et ce qui est terrible, c'est que on est face justement à cette femme qui passe sa vie à combattre les forces du mal, et là qui se retrouve en fait face à sa mère morte devant la maladie, où en fait, c'est un combat qu'elle pouvait même pas mener. Alors que d'habitude, elle menait tous ces combats-là. Et là, elle ne peut rien faire. Et même quand Giles arrive dans la pièce et que Buffy dit ah ils ont dit de pas toucher au corps, et puis elle tombe par terre en train de réaliser que sa mère est plus là. Et rien que de vous en parler de cet épisode, j'ai une montée d'émotion parce que il est tellement puissant. Moi, je vous dis, cet épisode, il m'a tellement marqué. Et, et, et là, vraiment une mention honorable pour cet épisode qui est juste incroyable. On a aussi le moment où Buffy doit annoncer à Dawn, sa petite sœur, du coup, leur mère est morte. Évidemment, Dawn, dans sa sidération, qui dit non, c'est pas vrai, tu mens, t'es qu'une sale menteuse. Enfin, tu vois, il y a, il y a un déni total. D'ailleurs, le déni qui est une des étapes du deuil. Hein. Mais ce déni, on va le développer dans l'épisode d'après où Dawn va essayer de ressusciter sa mère. On va évoquer un peu le déni à ce moment-là, mais là, on est vraiment dans la sidération. Et puis, en plus, tu as vraiment ce passage Buffy, elle doit accepter que sa mère est morte, elle doit s'occuper de sa petite sœur, et évidemment, elle est harcelée par toute la partie administrative que ça implique. Alors que littéralement, elle n'est pas du tout prête à ça. Déjà, elle n'est pas prête en tant que femme parce que jusqu'à maintenant, c'était une jeune femme qui rentrait doucement dans la vie, je dirais, post-études, mais encore une jeune femme qui vit chez sa mère, tu vois. C'est pas encore une adulte accomplie qui est capable de gérer ça toute seule. En plus, elle a un père qui est totalement absent, parce que le père de Buffy n'est pas mort hein, dans la série, hein, mais il est juste absent et il ne les aide en rien là-dessus. Elle se retrouve à gérer ça toute seule. Elle doit essayer, en plus, après, de récupérer la tutelle de sa sœur pour pas être séparée. C'est extrêmement compliqué. Mais cet épisode, il est juste incroyable. Et la série Buffy va extrêmement bien traiter le deuil. Alors, notamment cette saison 5. Il faut savoir que la saison 5 de Buffy devait être la dernière. Mais il s'avère que c'est une chaîne concurrente qui a racheté la série, et c'est pour ça qu'on a eu droit à 2 saisons supplémentaires. Mais on a aussi également, à la fin de la saison 5, où, pour vous recontextualiser, Buffy, à un moment, a des visions de la première tueuse. Et la première tueuse lui dit la mort est ton cadeau. Et cette phrase, au début, Buffy, elle ne la comprend pas. La mort est ton cadeau. Et elle le prend plus comme est-ce que j'attire la mort autour de moi? Mais évidemment, on va comprendre à la fin de la série que c'est pas ça du tout, et qu'en fait la mort est son cadeau, c'est-à-dire que c'est elle qui va sacrifier sa vie pour sauver les autres. Excusez-moi, je kiffe tellement et à la fois c'est des moments de série qui m'ont ému et qui continuent à m'émouvoir quand je les regarde. Donc j'ai une petite boule dans la gorge quand je vous en parle.
Mais effectivement, à la fin de cette saison 5, Buffy va sauver sa sœur en se sacrifiant. Elle va sauter dans cette espèce de trou dans cette espèce de trou de verre. Elle va sauver le monde et la série, enfin la série était censée se terminer, mais la saison 5 se termine voilà sur cette pierre tombale. Buffy Summers, amie dévouée, fille aimée, elle a parfois sauvé le monde. J'ai pas les mots. Mais voilà, on a vraiment une série. Quand tu penses qu'on est passé de la teenage série de la première saison à ça, c'est juste incroyable. Donc le deuil, c'est vraiment un sujet très central dans la série Buffy contre les vampires. Ben déjà, on a le deuil, je dirais, de sa vie de femme parce que c'est son devoir, sa mission en premier. C'est encore plus amené dans la dernière saison. On a la mort de sa mère. On a Willow aussi. On va être justement dans l'étape de la colère avec Willow parce que quand elle perd Tara, elle devient justement cette espèce de sorcière maléfique avec des pouvoirs incommensurables. D'ailleurs, on va avoir un traitement de Willow assez particulier dans la saison 6 parce que Willow, qui devient de plus en plus accro à la magie, et d'ailleurs va commencer aussi à culpabiliser en apprenant que Buffy était au paradis et que elle l'a arraché de ce paradis. Et là, on en revient. Hein. On est encore une fois dans une étape du deuil, dans le marchandage. Et le marchandage, voilà, c'est le moment où on se dit, tu sais, ah, prenez-moi à sa place. Tu vois, c'est un peu cette étape-là du deuil. Et eux, ils sont dans le marchandage en se disant, on va se servir de la magie noire pour ressusciter Buffy. Et du coup, Willow, en ressuscitant Buffy, déjà, elle a un acte très égoïste parce que elle veut répondre à son manque à elle sans se poser la question de est-ce que Buffy voudrait être ressuscitée et dans quel état elle pourrait être ressuscitée parce que la série nous a appris que c'était dangereux les résurrections et qu'il y avait des conséquences. D'ailleurs, il y a des conséquences directes parce que la force primaire de la saison 7 est capable de se réveiller et d'organiser la fin du monde par la résurrection de Buffy. Donc on a le prix à payer. Et ensuite, on aborde beaucoup l'histoire du deuil amoureux. Comme je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas une seule histoire d'amour dans Buffy contre les vampires qui finit bien, mais pas une seule. Mon avis sur la série, je vais pas vous faire un dessin, vous avez bien compris que c'est une série que je surkiffe. Je pense que c'est même ma série préférée de toutes séries confondues. Et c'est vrai que c'était compliqué pour moi de faire une vidéo sur Buffy contre les vampires parce que comme je vous le disais, j'aurais tellement de choses à vous raconter sur Buffy contre les vampires qu'une vidéo ne suffirait pas. Mais c'est vrai que ce thème prépondérant du deuil, du chagrin amoureux, qui revient et qui est extrêmement bien exécuté, extrêmement bien raconté dans Buffy contre les vampires, je trouvais ça intéressant qu'on l'évoque. Et justement, dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce qui a fait que vous avez adoré cette série Buffy contre les vampires? Et je dois dire même que la fin de cette série, elle a une fin qui est parfaite. Moi, cette image de Buffy, quand on lui demandait maintenant, Buffy, qu'est-ce qu'on fait, et qu'on voit Buffy avec un grand sourire qui se dit ça y est, je vais enfin pouvoir vivre, c'est fini. Et c'est pour ça que je me suis quelque part refusé à lire les comics de Buffy contre les vampires, parce que je trouve la fin de cette saison 7 tellement parfaite que j'ai pas envie de me dire qu'elle a pas trouvé son bonheur et qu'elle continue à combattre les forces du mal à Cleveland. Alors d'ailleurs, si vous avez lu les comics de Buffy, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me spoiler, hein, ça me dérange pas d'être spoilé sur les comics, parce que je sais que je les lirai pas de toute façon. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, la fin de Buffy contre les vampires, c'est vraiment cette saison 7. Et je vous adresse un message Hollywood, ne faites jamais un reboot de Buffy contre les vampires. S'il vous plaît, je vous en supplie. Et Sarah Michel, si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Je t'aime. Merci. Merci pour Buffy. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, en tout cas aujourd'hui pour Buffy contre les vampires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. Abonnez-vous également à la chaîne, ça fait travailler l'algorithme YouTube et ça m'aide beaucoup à développer mon contenu et à vous proposer de nouvelles vidéos. Sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt. Ciao les amis!